L'expression tiers-monde, lancée en 1952, se rapporte à l'ensemble des pays africains, asiatiques, océaniens ou du continent américain en carence de développement. Ce terme est considéré comme obsolète par certains au profit de celui du pays les moins avancés, les pays les moins avancés. Alors, c'est ce que nous rapporte Wikipédia par rapport à la définition du tiers-monde de 52 à ce jour. On est passé par les expressions telles que pays non alignés, pays pauvres, très endettés, pays les moins avancés, pays en voie de développement. Et la liste est non exhaustive. Des voix comme celle de Hassel Kabou, lui, qui a écrit un livre pour incriminer la situation il y a bientôt 30 ans, se sont élevés. Alors, qu'est-ce qui a pu véritablement changer à ce jour sur le continent? D'autres parlent de l'Afrique en kimono pour dire aux Africains d'imiter le Japon. Cela donne quoi dans nos pratiques de tous les jours? Que disent les Africains sur eux-mêmes? Quel nom se donne-t-il? Cela a-t-il un impact sur leurs conditions établies par l'exploiteur du continent? Mesdames, Messieurs, désignation à la limite péjorative de l'Afrique. Quelles implications sur son retard? C'est bien sûr de cela que nous allons parler ce matin dans un premier numéro, puisque c'est une série d'émissions donc qui est consacrée à la question. Lamine Cissé, bonjour. Bonjour. Vous êtes romancier, consultant en communication. Merci pour votre présence sur ce plateau. Merci beaucoup. En face de vous, c'est Dr Raymond Assoba. Merci d'être là également. Merci bien. Bonjour, monsieur Ameton. Alors, je rappelle que vous êtes aussi un écrivain. Vous avez fait des publications scientifiques, mais également des romans, donc socio-anthropologue. Merci pour votre participation. Tout le plaisir pour moi. Alors, on a l'impression chaque année que l'Afrique passe par le système de baptême à la limite, et ça obéit pratiquement à des cycles de 52 à ce jour, plus de 6 dénominations pour le continent noir, berceau de l'humanité. Lamine Cissé, observateur, écrivain, vous avez suivi le cursus de toutes ces dénominations qui sont passées par beaucoup d'autres que nous allons évoquer tout au long de cette émission. Alors, qu'est-ce qui peut motiver une telle approche de désignation du continent noir par les autres? Évidemment, merci beaucoup. Vous avez bien dit par les autres. Ce qui veut dire que rien n'est venu de nous-mêmes. Et nous nous l'approprions. C'est là où se trouve le paradoxe. Je crois qu'il ne faut pas occulter le contexte historique de l'évolution de l'Afrique. Vous avez dit berceau de l'humanité. À une période donnée, nous sommes devenus continent soumis à l'esclavage. À un moment donné, nous sommes devenus continent colonisé. Et à un moment donné, on dit nous sommes décolonisés. Mais est-ce que le fondement de notre question, est-ce que nous sommes réellement décolonisés? Parce que c'est les autres qui décident à notre place. Alors qu'ils nous donnent des dénominations, le peuple ne sait même pas de quoi il s'agit de ces dénominations. Donc, il y a une certaine élite aussi complaisante, intellectuelle, je dirais, aliénée culturellement, qui accepte ces dénominations-là. Alors nous pourrons dire tout simplement peut-être que nous sommes dans un processus de libération totale, mais nous ne sommes pas encore libérés. Alors, Raymond Assoba, socio-anthropologue, vous êtes donc enseignant du supérieur, et ces expressions, une certaine élite là, vous vous retrouvez d'emblée accusé. Eh bien sûr, merci bien, monsieur Ameton, de me donner la parole, mais avant, je voudrais dédier cette émission au professeur José Quenom, géographe à l'université d'Abomey-Calavi, qui est décédé. Et je pense que je souhaiterais mettre cette émission sous la férule des penseurs. Les penseurs qui utilisent la raison pour créer des systèmes de sens qui impactent la vie des États. Et paix à son âme, et que la terre lui soit légère. Amen, paix à son âme. Alors, par rapport à la question, et bien sûr que je fais partie de l'élite, et je me sens interpellé. Et cela a d'ailleurs fait l'objet de ma problématique lors de ma thèse de 3e cycle. Il faut dire, et c'est intéressant d'entrevoir
une réalité sous laquelle la conscience africaine semble enterrée. Nous allons voir sur le temps, l'histoire. Et je suis content que M. Cissé, il fait partie de la race de ceux qui lisent l'avenir dans le Mandingue. Je suis content d'être là avec lui. L'histoire que nous montre l'histoire, dont semble être inaltérable les penseurs. Il faut souffrir qu'en 60, il faut dire qu'en 60, aux indépendances, les États africains francophones ont eu comme objectif fixé par l'État français, il faut le dire, qui accorde l'indépendance, de réaliser les tâches du développement. Et cela sous la politique de la coopération. Nous allons remarquer que 10 ans plus tard, ces objectifs ont-ils été ou avaient-ils été atteints? Ce qui est sûr, un modèle est venu sous l'énoncé d'émancipation des femmes, de la femme. On a constaté que l'Afrique ne se développe pas parce que les femmes sont prisonnières, soumises aux hommes. Donc il faut libérer les femmes. Mais en même temps, il y a l'Organisation des Nations Unies sous son département de développement industriel qui a instruit qu'il faut développer. Pour se développer, il faut passer par l'industrialisation. Ouais. Et donc, à partir de ce moment, vous allez découvrir qu'il y a eu les transferts technologiques qui étaient censés aider les Africains à avoir l'étoffe de producteurs, d'output, de biens matériels et d'équipements. Mais peu de temps après, en 1980, il y a eu la détérioration des thèmes de l'échange. Et là, il me plaît de m'arrêter pour dire qu'en 60, lorsque nos États ont été indépendants, il y a René Dumont qui a sorti un livre pour dire que l'Afrique était mal partie. Et beaucoup de chefs d'État n'étaient pas d'accord avec lui, qui l'ont écarté de beaucoup, interdit même de séjour dans certains pays, comme le Sénégal. Mais en 1980, quand il y a eu la détérioration des thèmes de l'échange, le président sénégalais, Senghor, dans ce temps, Léopold Sédar Senghor, lui a adressé ses excuses. Il reconnaissait qu'il avait raison en 60. Et donc, on va découvrir à ce moment qu'il y a ce qu'on appelle le mal développement. Nous étions mal développés. Mais c'est ça qui explique toute cette dénomination-là. Oui, mais en fait, je continue. En 1990, on a constaté qu'il y a un déficit de démocratie. Donc ça veut dire que jusque-là, c'est pourquoi la parole a eu une incidence dans le champ politique. En cette période, c'était le temps des partis uniques, avec l'exception, bien sûr, du Sénégal. Mais en 1990, il y a eu le déficit de démocratie. On a introduit le multipartisme. 10 ans plus tard, ça va de 10 ans en 10 ans. En 2000, on a parlé de la pauvreté, de l'endettement. Et 10 ans plus tard, on va parler de l'endettement au superlatif. Et aujourd'hui, on se retrouve avec le mot d'ordre du développement durable, les objectifs du millénaire pour le développement, et maintenant c'est objectif de développement durable. Vous avez bien sûr posé la question, est-ce que c'est tout cela qui explique le mal développement, etc. Non, c'est que ce discours qui est tenu de 10 ans en 10 ans est extérieur au continent. C'est un discours élaboré à partir des théories sociologiques, économiques, politiques, élaborées au nord et imposées à nous, élites du Sud. À quelle fin? Et justement, à quelle fin? Quelle est la finalité de cela? Là, il faut dire que, est-ce qu'en nous accordant
l'indépendance, l'État patrimonial français voulait véritablement nous laisser la liberté de nous organiser. Mais est-ce qu'en continuant depuis plus de 60 ans, après accuser la France, est-ce que véritablement l'Afrique n'est pas mal partie? Et c'est pas que nous accusons la France, parce que, et c'est pourquoi justement nous disons que nous sommes dans l'espace des penseurs. L'élite pense pour son État, parce que c'est l'État qui paye l'élite. Et donc, déjà, vous allez voir que Hegel, en faisant sortir un livre sur la raison dans l'histoire, a fixé déjà les conditions d'utilisation de la pensée comme modalité et de domination, modalité d'atteindre des objectifs politiques. On va revenir tout à l'heure à toutes les implications de cette désignation péjorative de l'Afrique sur son retard par rapport au reste du monde. Là, même si c'est des pensées qui sont élaborées au plan sociologique, philosophique, économique pour retarder un continent, mais des pensées qui sont élaborées hors donc de ce continent. Et pourtant, à l'intérieur, il y a des têtes réfléchies. Mais qu'est-ce qui s'est passé véritablement? Mais les têtes réfléchies dont vous parlez font partie du système. C'est un problème du système de gouvernance mondial. Et je crois qu'on n'a pas à s'attarder sur chercher quelles sont les raisons. Les raisons sont fondamentales et connues. C'est pour dominer le monde, dominer l'Afrique. Parce qu'en fait, c'est pourquoi j'ai posé la question dans mon introduction à savoir est-ce que nous sommes réellement indépendants. Non, nous ne sommes pas indépendants. Depuis 1884, leur objectif, c'est de mettre la main sur nos ressources. Nous dominer. Nous dominer par la langue que nous parlons, c'est le français que nous sommes en train de parler. Ok? Donc c'est une autre façon de domination. Nous dominer en nous imposant. Et toute action qu'il élabore de domination, la Banque mondiale a sa caution. Parce que c'est le FMI et la Banque mondiale qui actionnent. Les Nations Unies, c'est le bras armé de tout cela. Vous avez sauté le programme d'ajustement structurel qui a totalement déstructuré nos économies. Il fallait arrêter, licencier les gens, privatiser, dénationaliser, etc. C'est un volet qui a mis à rude épreuve le peuple africain. Et surtout les pays francophones où il y a le franc CFA, c'est après que la dévaluation a suivi. Donc je dis, toutes ces terminologies-là qu'ils utilisent, actuellement ils sont en train de parler de démographie. Ouais. Mais tout ça là, c'est la poudre aux yeux, c'est pas vrai. C'est pas ces institutions-là qui vont développer l'Afrique. C'est les Africains eux-mêmes qui vont développer l'Afrique. C'est pourquoi je crois que la dynamique aujourd'hui est en train d'aller vers la pensée africaine pour des solutions africaines. La pensée africaine, vous avez commencé à évoquer tout à l'heure, Dr Raymond Soba, le philosophe Hegel, qui pense que la pensée doit être un moyen, un vecteur donc, de communication et de domination aussi. Mais pourquoi sur le continent africain où nous avons toujours grandi et évolué dans l'oralité? Parce que l'Afrique n'a pas l'histoire, selon donc, les colonisateurs. L'Afrique a toujours évolué par l'oralité. La pensée devait être quand même ce qui était la mieux partagée sur le continent, n'est-ce pas? Oui, la question de l'oralité peut intervenir dans le sens où c'est aussi un discours, c'est aussi un baptême, c'est aussi un nom qui a été donné à nos sociétés. C'est-à-dire que c'est un peu comme ce qu'on met au fou. On nous met ça pour que nous-mêmes on dise que l'Afrique n'est pas un continent de l'oralité. C'est faux. Dans le sens où l'écriture n'est pas la garantie du développement. Le développement, bien sûr, on ne l'a pas défini, mais ici, il faut prendre le développement comme un mieux-être. D'accord? Un mieux-être supporté par le progrès scientifique. Mais le progrès, c'est à ce niveau qu'intervient le matériel d'élaboration des conditions de vie d'un peuple et d'atteindre des actions politiques. Mais quand vous prenez l'Afrique avait développé l'art scripturaire. Quand vous prenez les statues, quand vous prenez les symboles qui sont là, c'était des formes d'écriture. Le mot écriture inventé ne veut pas dire que l'Afrique n'avait pas de moyens de communication, de pensée. Parce que quand vous prenez le Bénin, les Humpamé étaient à la lettre des collèges, comme des collèges
comme des universités, et donc qui supportaient l'action de nos dadas, c'est-à-dire les empereurs. Quand vous prenez le Dahomey qui était un empire, pas un royaume, parce que le principe de l'histoire, lorsqu'un royaume domine d'autres royaumes, c'est un empire. Donc les rois d'Abomey sont des empereurs. Et vous avez vu même les mots que nous utilisons sont piégés, parce que et c'est ça la tragédie de l'élite africaine et celle béninoise. Nous sommes éduqués dans une histoire qui ne nous appartient pas. Et c'est là, justement, où le bas blesse. Donc, il faut comprendre que nous avons des superstructures aussi, c'est-à-dire des pensées comme et c'est ce que moi je prospecte. Le vaudou, c'est une pensée. Et j'ai fait l'effort d'arracher dans mes travaux le vaudou à la religion. Ce n'est pas une religion parce qu'on ne parle pas de Dieu. Vaudou a été utilisé par les rois du Dahomey pour construire la nation dahoméenne. Et ça a marché parce que vous allez voir que ces dadas ont développé une base économique. Et avec le Tolegba, vous allez voir qu'autour se créent des marchés, des activités économiques. Mais, et c'est là où se trouve le problème, c'est que la superstructure du vaudou a été exclue de l'organisation des activités et de l'atteinte des actions publiques du moment que Dada Béhanzin s'est rendu à la France. Il y a eu chamboulement de tous les modes d'organisation sur ce territoire. Et ça a été le même cas dans les autres pays. Donc, notre problématique aujourd'hui, c'est de comprendre que avec le mode de production capitaliste dont les États-Unis, l'Angleterre, et l'Allemagne, la Russie et la France sont les ténors, il se pose dans notre hémisphère ici un mode de production qui est différent du mode de production capitaliste. La problématique réelle, c'est de savoir est-ce qu'un peuple peut se développer dans l'histoire d'un autre peuple. C'est dans cette situation que nous végétons, nous n'arrivons pas justement à faire la démarcation et nous subissons justement qu'on nous impose les slogans. Et en nous imposant les slogans, le financement suit et nous regardons plus les financements que justement nos réalités qui ne sont pas dans les slogans. Alors, Lamine Cissé, vous avez tout à l'heure parlé de l'Afrique qui doit désormais s'émanciper. Et dans sa pensée, est-ce qu'elle en a une? Oui, mais vous savez, quand vous prenez l'Égypte antique qui était noire, il y avait les hiéroglyphes, il y avait l'écriture. Quand vous prenez l'Empire du Manding, en 1222, c'était la charte du Manding qui faisait ça 500 ans plus vieux que la Déclaration universelle des droits de l'homme. Non, je pense que c'est pas pour rien on dit l'Égypte est berceau de l'humanité et la création était noire au début. Le problème c'est que l'être humain est unique. La diversification c'est pas un problème, mais l'être humain, l'intelligence n'a pas de couleur. Ok, la créativité n'a pas de couleur. Ça c'est indiscutable. Maintenant, ce que moi je voudrais tout simplement comprendre est que aujourd'hui on est en train de parler des ODD. Hein? Aujourd'hui. En passant des OMD. Oui, en passant, OMD n'a pas produit parce que je n'ai pas vu ce que l'OMD a produit. Mais maintenant, les ODD aujourd'hui, quand vous prenez son objectif numéro 1, ils ont dit éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde. Ça, c'est pas réaliste. Ah bon? Non, c'est pas faisable. Pourquoi l'objectif 1 demande d'éliminer la pauvreté sous toutes ses formes? Éliminer, on ne peut pas éliminer la pauvreté. Vous ne voulez pas que tous les hommes soient heureux? On ne peut pas les rider. Non. Le fait d'être heureux n'est pas lié à la pauvreté. La pauvreté est une dynamique de l'existence. Et je dirais allons-y sur le plan même métaphysique. C'est un décret divin. Parce qu'il faut que la pauvreté et la richesse cohabitent pour le monde. C'est des piliers de l'existence. Maintenant, le problème qui se pose est que la pauvreté dont on parle, c'est la pauvreté à visage humain du moins. C'est-à-dire qu'un pauvre doit être celui qui
puisse manger matin, midi et soir, dormir, se soigner, mais ne peut pas garder. Il n'a pas un surplus pour garder. Mais aujourd'hui, notre gouvernance a créé des misérables. Moi, je préfère qu'ils disent éradiquer la misère. Éradiquer la misère. Parce qu'au lieu d'être pauvre, on est misérable. Nous avons plus de la grande majorité des populations du monde. Quand ils mangent le matin, ils courent pour savoir est-ce que demain à la même heure ils vont trouver à manger. Mais ça, c'est une condition misérable. S'ils sont malades, ils ne pourront pas se soigner. Ça, c'est nous, c'est notre gouvernance qui a créé cette situation-là. Alors que le monde, Dieu ne va pas descendre pour venir nous gouverner ce monde-là. Le monde est dans notre main, c'est nous qui devons gouverner ce monde-là. C'est pourquoi cette gouvernance déséquilibrée. Les puissances savent la force de l'Afrique, le potentiel de l'Afrique. La terre que l'Afrique a, les richesses que nous avons, nous avons. Mais il faut mettre la main sur ces richesses-là et nous miroiter avec des slogans. Demain, c'est la démographie. Après, demain, c'est ODD. Ils peuvent donner à manger à tout le monde et qu'on élimine la pauvreté. Si on élimine la pauvreté, toi, tu vas travailler pour qui? Moi, tu viendras travailler pour Sika TV parce que tu es riche. Le problème est que il faut qu'on soit réaliste. Et puis, dans les objectifs, il y a 17 objectifs majeurs. Dans ces objectifs-là, c'est-à-dire qu'ils répètent les mêmes choses, quoi. Et ils ne te disent pas comment ils vont le faire. Moi, je me demande comment ils vont le faire, puisque le champion de la conduite c'est le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, les Nations Unies. Au niveau des Nations Unies même, est-ce que le système des Nations Unies est démocratique? C'est-à-dire que l'Assemblée générale, tout le monde s'est réuni dans une instance ONU, c'est pour tout le monde. Mais tout le monde décide d'une chose. 5 pays seulement peuvent dire, un seul parmi les 5 pays peut dire je ne suis pas d'accord, il change le cours. Donc la dictature est au sommet. La dictature est la gouvernance mondiale. Mais dans notre pays, il faut démocratiser, ils viennent en aide, c'est-à-dire les assistances à l'aide sociale, c'est notre argent. Ils prennent notre argent pour nous venir. L'Amérique fait le Millennium Challenge Account. Mais par quoi? Par le système de prédation, de capitalisme mondial, de s'enrichir pour que les autres s'appauvrissent. Alors moi, ce que je voudrais tout simplement est que nous avons des compétences comme docteur. Il y en a plein en Afrique et dans la diaspora. Il y en a plein qui sont de hauts techniciens. Mais que nos richesses restent au peuple africain et que nous puissions transformer nous-mêmes nos richesses et que nous puissions faire comme les autres États. Ils ont leur pétrole, ils ont leur gaz, ils ont leurs ressources minières. Regardez le scandale géographique. Vous prenez la RDC par exemple. On va revenir tout à l'heure à cet aspect des choses, Dr Raymond Assogba. Voilà donc autant de préoccupations soulevées par votre vis-à-vis le romancier et consultant en communication Lamine Cissé, qui pense que l'Afrique a sa façon, sa philosophie de concevoir donc son développement et qu'aujourd'hui, mettre par exemple en avant l'élimination de la pauvreté, telle que agitée par les tenants, en tout cas tous ceux qui sont au niveau des Nations Unies, les FMI, la Banque mondiale et autres qui pensent qu'on peut éradiquer la pauvreté, c'est participer à un certain déséquilibre même de l'ordre naturel des choses, ce qui n'est pas possible et réaliste d'ailleurs. Est-ce que vous pensez que les Africains ont le même regard face à ce genre de concepts, surtout l'élite africaine? L'élite africaine, actuellement, il faut considérer que c'est l'administration. Je l'appelle l'élite administrative. Ce sont les administratives qui ont pris le pouvoir dans les États africains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque les projets arrivent, lorsque les projets sont votés, et c'est l'élite là qui ne regarde que la captation de la richesse. Oh oui. Et donc, l'élite pensante, comme les universitaires, n'est pas associée. Et surtout que, justement, ces administratifs viennent faire des diplômes à l'université, ils se considèrent déjà, à leur niveau de diplôme, master, etc., comme capables, des spécialistes des questions. Alors qu'ils oublient les questions de stratégie par rapport aux projets qui viennent. Et c'est là où le bas blesse. De l'autre côté, les structures que nous avons, quand vous prenez les structures constitutionnelles, la présidence, l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle, sont des structures qui ne nous appartiennent pas. Ce sont des structures qui ne sont pas historiques.
qui ne sont pas historiquement consubstantiels à la culture de nos sociétés, qui, justement, et historiquement, a défini des conditions d'exercice du pouvoir de dévolution. Vous voulez que les Africains reviennent à la monarchie? Non. Non, pas la monarchie. C'est pas la monarchie. Puisque nous avons désormais opté... Nous n'avons pas de monarchie en Afrique. Ah bon? Oui, si je dis le roi de Savalou, il n'est pas roi. Nous avons emprunté un mot français pour désigner une réalité de chez nous. Il est quoi alors? Il faut maintenant des travaux pour justement dégager les structures avec les noms que nous avons. Les noms de nos cultures pour les ériger maintenant en valeur constitutionnelle. C'est cela. Le multipartisme n'est pas avéré pour l'Afrique. Vous-même, vous le voyez. Et donc, ça veut dire qu'il faut considérer que... vous savez, c'est faute d'ignorance, faute de connaissance, mais preuve d'ignorance qui fait que nous sommes là, vous voyez, à nous démantibuler dans une réalité qui n'est pas la nôtre. Vous savez que les structures dites démocratiques françaises sont entachées de malédiction. Parce que justement, le siècle des Lumières qui a généré la société moderne est le résultat de l'assassinat du roi Louis XVI. Et donc, vous allez constater que les Français se sont organisés par rapport à leur histoire. Et c'est la commune qui est le lieu de faisabilité du consensus. D'où l'importance des votes. Et ce consensus vole en éclats dans les 2 ans qui viennent. Et déjà, il y a des compétitions pour choisir notre leader. Mais dans nos sociétés, ce n'est pas la même réalité. Parce qu'au moment où l'Europe découvrait, l'Europe n'avait pas de culture. C'est la religion chrétienne qui a doté l'Europe de culture. Mais nous, déjà en ces temps, nous avions nos Djoamo. Nos Djoamo, ce qu'on peut appeler culture, qui définissent les rôles, les fonctions et la dévolution du pouvoir. Il nous faut maintenant aller à la conquête de tout ça. Et lorsque nous parlons, les gens pensent que c'est de la facilité. Ce n'est pas de la facilité. C'est une probabilité de dégager des lignes d'action pour aller justement à la conquête des conditions de notre liberté. Je ne dis pas libération. Ça va prendre beaucoup de temps à vous entendre. Mais c'est un travail, c'est le temps justement. Le temps fait partie de la problématique. Actuellement, nous sommes dans quel temps lorsque nous parlons de la démocratie? Nous sommes dans le temps européen. Mais nous sommes dans quel temps? Nous ne sommes pas dans le temps de nos cultures. Nous ne sommes pas dans le temps vaudou. Non. Parce que, et c'est là où il faut nous approprier le temps. Tout ce qui se fait aujourd'hui, tout ce que les interrogations, lorsqu'on dit tous les 10 ans, les Africains, il faut les baptiser, les débaptiser, et tous sont des soulards. Parce que dès qu'on amène un projet, ils se mettent dedans. Monsieur Cissé l'a dit. Des pays comme les pays scandinaves, Suède et autres, qui n'ont pas de colonies aujourd'hui, ont des colonies parce que en finançant le budget d'un État, les PTF imposent ce qui doit se faire. Et parfois, contre les valeurs de la société. Et là encore, nous nous retrouvons avec des situations endémiques d'incompréhension, de fléaux cancéreux. Et ce sont nos enfants, nos femmes, ce sont nos parents qui subissent ces situations. Qui payent les plus forts. Alors Lamine Cissé, désormais, la pensée africaine, sur quel levier elle va commencer par s'appuyer pour prendre l'envol? Parce qu'à écouter le professeur, on a comme l'impression, c'est vrai, il refuse de reconnaître le retard par rapport au temps, mais ça va prendre du temps. Non, mais je ne pense pas que... Nous sommes dans le temps d'ailleurs, de l'application. Moi, je parle plutôt de l'adaptation. Parce qu'en fait, nous avons besoin des autres, ils ont besoin de nous. C'est-à-dire que il faut l'ouverture et l'enracinement.
on s'ouvre, on s'enracine. Parce que le monde on ne peut pas rester dans les arrêts, le monde va en vase clos. Maintenant, ce que je voudrais le paraphraser pour dire que nous sommes en train de gouverner avec l'État colonialiste, dont les valeurs ne sont pas des valeurs endogènes. La valeur de gouvernance n'est pas endogène. Ce qui veut dire que le peuple ne se retrouve pas, ne sait pas comment on est en train de gouverner. Alors que quand on parle de démocratie, la démocratie, elle est populaire. La démocratie, c'est le peuple par le peuple. Est-ce que nous sommes en train de véhiculer la démocratie? Puisque la démocratie, attention, c'est une valeur universelle. La démocratie, en tant que valeur, elle est universelle. Elle est universelle parce qu'en fait, il faut des échanges, il faut la liberté de l'individu, etc., etc. Ça s'est passé dans nos royaumes, dans nos empires. Il y avait la démocratie interne. Multipartite ou bien royauté ne veut pas dire qu'il n'y a pas de démocratie. Il y a des démocraties internes africaines. Mais je dis la démocratie, c'est une évolution qui permet au peuple de gouverner et de comprendre et de participer. Quand je dis la démocratie est une valeur universelle, je vais plus loin. Même Dieu est un démocrate. Il n'aurait pas permis à Satan d'avoir un espace de liberté. Il n'aurait pas permis à un criminel de tuer et d'être en liberté. Non. C'est-à-dire que le problème est qu'aujourd'hui, il faut que nous nous appuyions sur nos valeurs en tant qu'Africains. Mais les valeurs sont spécifiques aussi. Le Bénin a ses valeurs qu'il partage avec les autres pays africains, mais il y a des valeurs spécifiques. Donc, le socle de la démocratie, de la gouvernance, doit s'appuyer sur ces valeurs-là. Nous devons créer. Mais nous sommes en train de faire ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie conventionnelle importée, et on fait copie-coller. Et cette démocratie conventionnelle, le peuple ne comprend pas. Parce que la justice, c'est dans la langue des autres, elle est très lourde, très compliquée. Et même, il ne suffit pas d'être un professeur d'université pour comprendre la justice, le fonctionnement de la justice. Notre Parlement, très compliqué, très difficile. Les prérogatives du président, quel est le peuple qui peut expliquer tout ça là? Les préfets, tout ça là. Ils sont très loin. Ensuite, ils sont très loin. Il n'y a pas une gouvernance de proximité. Il y a une gouvernance, c'est-à-dire qu'il y a un écart. Les autres sont là-bas, ils gagnent 5 à 6 millions ou 3 millions par mois. Les populations sont en bas. Avant de voir un préfet qui descend, c'est un problème. J'ai vu un système de gouvernance ici, pendant la Révolution, le PRPB, qui m'a fasciné. Il y a des valeurs dans cette gouvernance-là. Je voyais le villageois où le chef de quartier est au courant de ce qui va être débattu dans la semaine au palais. Et au palais, le gouvernement, ils descendent de tout, ils vont avoir l'avis de tout le monde à la base. Les villageois se réunissent pour dire, cette situation-là, chacun donne sa pensée. Et ça remonte. C'est aussi simple. Donc il faut que nous créions, nous soyons créatifs. Tant que le peuple ne conduit pas cette démocratie, elle devient élitique. Et quand l'élite conduit, quelle est l'élite qui conduit notre démocratie? L'élite administrative. Non, elle n'est pas aliénée. Il faut ajouter le mot aliéné et formaté. Formaté dans le système. Donc, nous avons un problème d'avoir des leaders, des présidents de la République qui sont vraiment des panafricains, qui sont mus par l'intérêt supérieur du peuple et de l'Afrique. C'est ça dont on a besoin aujourd'hui. Bravo Assogba. Alors, les dénominations pays en voie de développement, pays très endettés, pays non alliés, est-ce que tout ça a un relent sur le retard de l'Afrique? Et bien sûr, tout cela vient renforcer l'hypothèse de l'incapacité fixée déjà par l'État qui nous a accordé les indépendances comme une variable de regard porté sur l'élite africaine. Depuis le niveau politique jusque dans tous les compartiments. Mais vous, en tant que socio-anthropologue, vous êtes aussi historien à la limite, je peux le dire ainsi. Vous savez très bien qu'aux indépendances, il paraît que la Chine et l'Afrique, par exemple, étaient pratiquement, et beaucoup de pays africains étaient pratiquement sur le même pied d'égalité. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que la Chine soit aujourd'hui la puissance, à la limite première puissance économique du monde aujourd'hui, convoquant même tout un continent vers elle pour débattre de l'avenir de ce continent-là? Et pourtant, toute l'Afrique, à la limite, est presque à la traîne. On peut avancer. Selon l'histoire, ce que nous avons vu, quand même la Chine n'envoyait pas son élite politique se former dans les autres nations. La Chine a imaginé, et j'ai vu un documentaire, travail pour financer les études.
Et c'est ce que la Chine a copié ce que le Japon a fait. C'est-à-dire qu'ils ont envoyé leurs nationaux faire des études dans les puissances, dans les États qui dominent le monde. Et ceux-là faisaient des rapports, analysaient tout ce qui se faisait et faisaient des propositions. Et au Japon, les Japonais achetaient toutes les technologies, les démontaient pour en comprendre l'idée et les reproduisaient in vitro. Et c'est à partir de là que ces pays ont commencé à développer des technologies. Donc, qu'est-ce qui a fait que l'Afrique n'a pas pu opérer le même choix? Mais parce que chez nous, pour former un agent des impôts, pour former un agent dans l'administration, on l'envoie en France. Ou bien on l'envoie en Allemagne aujourd'hui. Il sera formé à la logique allemande ou française de faire les choses. Et on va lui donner des avantages. Et quand il va revenir, il va se mettre au service de cette idéologie de faire les choses. Donc à partir de ce moment, il n'est pas au service des populations. Il est au service de son centre de formation. Et son centre de formation est intégré dans le processus politique de ne jamais accorder la liberté de créativité aux colonies. Mais l'ami, c'est là où ça étonne surtout ceux qui vous suivent jusque-là. On se demande de la technologie, puisque, par exemple, on suppose que c'est aux États-Unis que les Japonais sont allés la chercher. Mais pourquoi ne pas alors envoyer l'élite africaine se former aux États-Unis plutôt que de les envoyer dans les pays où on garde une partie de l'essentiel? Non, mais je viendrai à cela, mais je voudrais tout simplement dire que la Chine a mené une guerre de libération. Elle a mené une guerre farouche de décolonisation au prix de son sang. Et ensuite, la Chine de Mao Zedong, qui a déclenché par la révolution culturelle chinoise, c'est-à-dire permettre aux Chinois d'avoir confiance en soi et d'avoir confiance à ses valeurs endogènes, de s'asseoir sur le socle de ses valeurs endogènes. Ce qu'il a dit, c'est vrai. À une période donnée, il y a 1500 Chinois de hauts cadres qui sont rentrés au pays pour dire « Nous ne voulons pas gouverner, nous voulons participer au développement ». Ils ont pu le faire. De Mao jusqu'à Deng Xiaoping, c'est des gens, et puis c'est une élite qui s'est formée à partir du Parti communiste, une élite. C'est dans une pirogue même qu'ils sont parvenus à faire leur réunion pour amener cette Chine-là. C'est eux, c'est le haut niveau du patriotisme. C'est ce qui nous manque, le leadership patriotique. Nous n'avons pas ça. Et tous ceux qui sont levés pour le faire, on les a mis au tombeau. Et aujourd'hui, je ne dis pas que nous n'avons pas ça en Afrique. Il y en a plein qui ne sont pas au pouvoir. Il y en a beaucoup de patriotes africains qui n'ont pas eu accès au pouvoir. Parce qu'on les élimine systématiquement. On fait tout pour qu'ils n'aient pas accès au pouvoir. Parce que quand l'idée est révolutionnaire, l'idée est rénovateur, l'idée est créatrice, on essaie d'étouffer cette idée-là dans l'œuf. Alors que cette Chine a pu défier le monde aujourd'hui. Avec l'aide de l'Union soviétique, bien sûr, parce que l'Union soviétique a beaucoup aidé la Chine à se libérer. Donc aujourd'hui, à cette époque-là, on dit quand la Chine se réveille, le monde va trembler. C'est vrai, le monde est en train de trembler. Donc vous voyez d'un bon œil le rapprochement de la Russie de l'Afrique? Oh, pardon? Vous voyez d'un bon œil le rapprochement de la Russie de l'Afrique? Mais la Russie n'a pas les mêmes approches de coopération que la France et les autres capitalistes. Ils n'ont pas les mêmes approches. Non. Depuis que la Russie est Russie, dis-moi quel est le pays africain qui a été soumis et dominé par la Russie? Non. Donc le rapport de la Russie avec l'Afrique est un rapport. Ils ont fait des propositions concrètes par rapport à ça. La Russie attaque la manière dont l'Afrique est colonisée jusqu'à présent. Parce qu'ils ont pris du temps. Non, c'est dans le cadre de la coopération. Aujourd'hui, vous savez, il y a tellement de sommets. Parce que c'est pourquoi j'ai dit quand les relations sont bilatérales et chacun voudrait apporter des propositions, c'est bénéfique pour l'Afrique. Aujourd'hui, nous sommes dans le monde de l'éveil des consciences. La technologie, l'information est dans la main, dans les villages, c'est dans les foyers. Aujourd'hui, c'est très difficile. Quand vous éternuez ici aujourd'hui sur le plateau, le monde entier sait que le journaliste a éternué aujourd'hui. Mais auparavant, ce n'était pas comme ça. Il faut aller sur le terrain. On t'éliminait, on te mettait en prison, personne ne savait qu'aujourd'hui,
la communication, elle est ouverte. L'information, elle est ouverte. Aujourd'hui, les jeunes sont formés. Les universitaires, là, combien de diplômés ils mettent dans la rue, dans le marché de l'emploi par an et qui cherchent à travailler, ne trouvent pas? Tu penses que ces jeunes cadres intellectuels ne savent pas où se trouvent leurs mots? Pourquoi je ne trouve pas du travail? Pourquoi je ne peux pas me marier? Pourquoi? Etc. Mais aujourd'hui, il faut changer. Sinon, c'est le peuple qui va changer. Aujourd'hui, le changement est une dynamique qui est en mouvement. Bon, Sogba, la pensée telle qu'aujourd'hui émise par les autres sur les Africains, peut-être a forcément des implications, mais les Africains eux-mêmes, là, qu'est-ce qu'ils pensent d'eux? Qu'est-ce que les Africains pensent d'eux? Les Africains se pensent à travers, et c'est pourquoi moi, à travers leur culture. Au Bénin, nous passons à travers le vaudou, à travers le 10 janvier. Vous pensez que ça fait l'unanimité? Parce que les églises importées, les églises évangéliques aujourd'hui, on le vend en poupe. Les églises véhiculent des pensées d'emprunt. Et on a cité cette anecdote lorsqu'on fait le recensement de la population et qu'on demande vous êtes de quelle religion, les gens se mettent catholiques ou musulmans, etc. Mais tous ceux-là, la nuit, ils vont chez les Bokona. Ils célèbrent leur Wendomenu, c'est-à-dire les valeurs de leur famille, hein, de leur clan et autres. Donc, il faut considérer que l'État béninois ne s'est pas habillé des Djoamo pour être le porte-parole des besoins des Béninois. Si vous venez sur le campus, en lisant, les étudiants font plein de mémoires. En maîtrise, on n'en parle non plus. Et nous qui avons fait des thèses, qui sommes censés être à l'avant-garde de la guerre de propagande pour protéger le peuple béninois de l'asservissement, est-ce qu'on nous affecte les ressources qu'il faut pour continuer le travail? Est-ce qu'on nous affecte à des niveaux de la pensée active, comme dit Hegel, la raison en acte? Cela ne se fait pas. Nous sommes sur la colline d'Abomey-Calavi. Nous sommes dans ce Gotha. Mais est-ce que dans les administrations, on nous associe pour aller à la résolution systématique des situations? Ça ne se fait pas. Et c'est une hérésie, c'est contre-indiqué dans tout mode de production. Parce que, et Cissé et moi, il y a quelle différence entre Cissé et Assogba? C'est le mandingue, c'est la culture du mandingue. Et c'est pourquoi moi, j'ai pensé que nous sommes dans le mode de production. Et c'est ça aussi le problème des intellectuels. Nous sommes dans quel mode de production? Parce que Karl Marx a élaboré l'évolution des sociétés. Il a parlé des modes de production. Il a parlé du mode de production capitaliste, du mode de production communiste, précédé par le mode de production socialiste. Nous utilisons ces concepts. Mais puisqu'il n'a pas parlé du mode de production africain, il y a le blackout. Donc, il faut sortir de ce blackout. C'est ce que moi, je fais. Et je me dis que j'ai inventé justement ce leitmotiv de... Nous sommes dans le mode de production de l'igname, passé par le Mali, le Burkina, depuis l'ouest du Cameroun à l'est jusqu'en Côte d'Ivoire à l'ouest. L'igname est un référent à partir duquel les populations s'accordent pour dégager des valeurs politiques, économiques, sociales, culturelles et autres. Et nous le faisons. Nous sommes dans un mode de production de l'igname. Il faut partir donc des valeurs, parce que dans notre langue fond, quand on dit igname, on dit thé, debout. C'est l'hymne national, enfant du Bénin, debout. Donc ça veut dire que ce que nous consommons est aussi producteur de concepts. Et donc c'est pourquoi nous disons, et c'est ça la pensée, au service de l'action dans tous les domaines, il faut que nous nous refondions, il faut que nous nous réveillions et que nous sachions que ça ne viendra pas de l'extérieur. Alors, la mise c'est en 30 secondes. Je voudrais rebondir parce qu'en fait, je ne connais pas le vaudou. Moi, je suis du Sénégal, 95% musulman, mais je sais que toute religion
a comme fonction de former l'homme, de l'amener vers l'éthique, la morale. Donc la religion, la formation de religion peut permettre, n'est-ce pas, aux gouvernants d'avoir un peu le respect pour les autres. Alors moi, je suis en train de dire tout simplement, si on veut amener toutes les religions endogènes pour gouverner le monde, en Égypte c'était le dieu du soleil, dieu du vent, dieu de la terre. À la Mecque, c'était des fétiches qui étaient là. Est-ce qu'il faut retourner à cela aujourd'hui pour gouverner le monde? C'est le questionnement. Mais de toutes les façons, l'Afrique doit quand même se reposer sur sa pensée, qui passe peut-être forcément par certains ingrédients de la tradition à chacun, à tous. Donc, d'en faire une idée précise. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était votre émission Ici et ailleurs, consacrée aux désignations péjoratives de l'Afrique, ses implications sur son retard. À très bientôt.